Bonjour tout le monde, bienvenue. Déjà, j'espère que vous passez un bel été. Alors, pour ce soir, une petite présentation, un petit focus d'une trentaine, quarantaine de minutes sur un sujet un petit peu différent. D'habitude, on avait vraiment pour objet peut-être de vous accompagner sur la structuration de votre activité, sur le développement, sur des choses de communication. Ce soir, on a décidé de vous parler d'une pratique qui est la gravure d'épargne. Et pour ça, nous accueillons Violaine Fayolle. Bonsoir Violaine. Et merci d'être là. Je vous fais une rapide présentation, puis après, je laisserai bien évidemment la parole à Violaine. Donc du coup, Violaine travaille avec nous au sein de Topo. Elle est bien évidemment graveuse. Dans son parcours artistique, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra peut-être aborder ce sujet en fin de présentation. Mais Violaine, donc, est graveuse, elle est basée en Bretagne. Elle a notamment reçu l'AIC, l'aide individuelle à la création de la DRAC, pour un projet en 2021. Elle est également, de par son activité de graveuse, secrétaire de Manifestante, une association dont tu nous parleras un petit peu aussi à la fin peut-être, qui fait la promotion de l'estampe, donc pour des professionnels mais aussi des amateurs. Si jamais ça vous intéresse de découvrir son travail, je vous mettrai dans le chat certaines informations, Instagram et site web. Et si vous êtes dans le Morbihan, c'est la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, il y a une exposition à la Malterie, donc je te laisse donner le nom de la ville pour que ce soit plus simple. Pont-Scorff, oui. Donc à Pont-Scorff, dans le Morbihan. Pour ce soir, donc la question était de vous présenter la pratique de la gravure d'épargne et de vous présenter un petit peu toutes les caractéristiques de ce médium, de manière un petit peu à comprendre quelle est un petit peu sa richesse, qui peut vous apporter vous en fonction aussi de votre pratique, que vous soyez graveur, graveuse ou pas. Violaine, je te laisse peut-être la parole. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais rester un petit peu dans le chat pour vous donner quelques informations. Ok, donc bonsoir, merci à vous d'être connectés. Donc, l'idée, c'est d'essayer de vous expliquer un petit peu quelles sont les caractéristiques du médium de la gravure d'épargne en particulier, qui est donc le médium que je pratique depuis une quinzaine d'années, sachant que je ne pratique pas les autres. J'évolue dans le monde de l'estampe, mais je me suis initiée à d'autres techniques, mais ce n'est pas ce que je pratique. Ce que je pratique précisément, c'est la gravure d'épargne, et c'est ce que je me propose de vous expliquer. Alors déjà, dans l'univers actuel du numérique et où la reproduction des images est extrêmement facile, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on passerait du temps à graver pour créer des multiples. Qu'est-ce que ça apporte? Et c'est tout l'objet de cette petite conférence, c'est d'essayer de vous montrer la richesse de ce que ça peut apporter, un peu de manière précise quand même. Donc je vais vous donner un certain nombre d'exemples. On va d'abord parler de monochromie, puis de polychromie, pas mal. Mais on peut aussi l'utiliser en technique mixte. Donc d'abord, la gravure d'épargne, c'est en fait de la gravure en relief. On va venir tailler directement une matrice. Et donc, on a une facilité de mise en œuvre par rapport à d'autres techniques de gravure, puisqu'en fait, on n'a pas forcément besoin de presse, par exemple, et le matériel peut tenir, on va dire, dans une boîte à chaussures dans un premier temps. Donc, c'est un médium qui est assez simple d'abord, et la mise en œuvre peut être assez simple, mais en réalité, elle propose vraiment une grande richesse et parfois aussi une complexité d'exécution en fonction de ce qu'on cherche à obtenir, et elle va forcément, par les contraintes qu'elle implique, induire des esthétiques et des propositions plastiques différentes de ce qu'on ferait avec d'autres techniques. Donc c'est ça que je me propose de vous expliquer. Et vous n'hésitez pas s'il y a des questions surtout. Alors, l'objectif, ce n'est pas de vous faire un cours sur l'histoire de la gravure, mais en deux mots, la gravure naît en fait
avant même de parler d'estampes, en fait, hein, la gravure sur os, sur céramique, hein, paléolithique, néolithique, donc ça, c'est très, très ancien. On va aussi avoir des empreintes de main dans les grottes qui peuvent s'assimiler à des premiers gestes de gravure imprimée sur un support. Après, on pourrait en discuter, mais disons, pour tracer un peu une ligne jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, on va avoir les gravures sur cylindres seaux qui vont permettre ensuite un estampage dans l'argile. Donc, c'est un cylindre seau, il est gravé en creux pour créer un relief derrière. Mais disons qu'on a une pratique comme ça très, très ancienne de l'estampe, de la gravure, pardon. Et pour arriver à l'estampe, par contre, il va falloir avoir cette idée d'impression. Et là, on a besoin de papier et d'encre. Donc, c'est la Chine, la première qui, au IIe siècle à peu près, on date les premières estampes au IIe siècle. Donc, c'est la Chine qui va commencer et qui va vraiment l'utiliser pour la reproduction, en particulier dans des images religieuses. Et en Europe, on est plutôt à la fin du XIVe, début du XVe siècle. Là, je vous présente justement le premier bois gravé, dont on pense que c'est le premier bois gravé, en tout cas, qui a été retrouvé. Il s'appelle le bois Prota, avec son tirage qui a été ultérieur, bien sûr, puisqu'on n'a retrouvé que le bois, et c'est un fragment du bois seulement. Et ce tirage qui est vraiment de la gravure en relief. Donc, en fait, on va avoir à gauche sur le bois la matrice qui est gravée. Donc, on va creuser les parties qui seront blanches à la fin. Et à droite, le trait qui est donc épargné, qui est gardé et qu'on va imprimer comme dans un tampon. Donc, à cette époque, la gravure sur bois apparaît 50 ans à peu près avant la gravure sur métal. Et elle va avoir un essor extrêmement important tout de suite. Hein, c'est quelque chose de majeur, aussi parce que ça permet la reproduction des images. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, les images se reproduisent très facilement. Et donc, à mon avis, c'est intéressant de se poser la question de l'intérêt au-delà de la reproduction de l'image. Et pour finir, vous avez bien sûr au Japon le ukiyo-e qui a une bonne connaissance. Enfin, on la connaît très bien depuis le 19e siècle. C'est l'estampe aussi gravure sur bois, mais avec plusieurs bois. Et c'est une manière toute particulière. Avec des encres aquarelles. Ce n'est pas ce qu'on pratique ici en Europe. Enfin, il y a des gens qui pratiquent le ukiyo-e, mais en tout cas, ce n'est pas moi ce que je pratique, ni ce que j'enseigne. Voilà pour ça. Alors, donc pour retracer un tout petit peu ce que c'est que la gravure d'épargne, dans plein de grandes familles de l'estampe, si vous ne connaissez pas beaucoup, on se perd un peu, c'est quand même un monde tout entier qui s'offre à nous. Donc, dans le schéma tout à fait à gauche, vous avez en fait une présentation des grandes familles. Donc, dans la première famille que j'ai entourée de jaune, du coup, vous avez donc la gravure en relief ou la dite de taille d'épargne. Hein, je préciserai après, il y a aussi la taille blanche qui apparaît plus tard. Donc, dans la gravure en relief, on va avoir la gravure sur bois de fil et la gravure sur bois de boue qui apparaît plutôt vers la fin du XVIIIe siècle. Alors, moi, ce que je pratique, ce que j'enseigne, c'est la gravure sur bois de fil. Donc, la différence entre les deux, le bois de fil, ça veut dire qu'on fait une planche comme on fait n'importe quelle planche traditionnelle, c'est-à-dire dans la longueur du tronc. Et donc, on va avoir en fait une contrainte, c'est ce fil de bois, cette veine du bois, qui va venir contraindre le travail avec la gouge. Alors que dans la gravure sur bois de boue, c'est un bois qui est fait de boue, donc c'est correctement orthographié, c'est-à-dire qu'elle est faite à partir de bouts de bois qui sont, eux, découpés plutôt dans une tranche de tronc, une tranche horizontale de tronc, et on va venir, enfin un ébéniste en réalité, va venir prendre des petits bois de ce bois-là, des petits bouts de ce bois, je vais y arriver, et il va venir les coller ensemble pour créer une matrice qui va avoir les fils du bois, mais qui vont venir en réalité perpendiculairement à la plaque. Et du coup, on va travailler complètement différemment, puisqu'il n'y a plus de contrainte de fil. Alors, c'est un peu compliqué d'expliquer comme ça, donc j'espère que c'est clair. Mais du coup, on va le travailler au burin, comme on travaille le cuivre au burin,
Et ça apparaît plus tardivement. Vous connaissez sûrement des images de gravure en bois debout avec les images de Gustave Doré, qui sont extrêmement célèbres et qui ne sont pas gravées par Gustave Doré par ailleurs, en tout cas très peu. Donc c'est un graveur spécifique qui va venir interpréter les images proposées. Donc en réalité, la gravure sur bois debout va induire beaucoup plus de finesse, et aussi, comme on a plus de difficultés à fabriquer des blancs, parce qu'on travaille plus finement, on va avoir souvent des images plus sombres, mais qui permettent aussi de venir travailler vraiment dans la grande finesse. Donc moi, je ne m'occupe pas de ça, parce que ce dont je veux vous parler, c'est plutôt la gravure sur bois de fil, même si la gravure sur bois debout fait partie de la gravure d'épargne, hein, c'est le même principe. Voilà, donc ça c'était pour préciser ces deux choses. Et donc après, 50 ans à peu près après la naissance de la gravure sur bois, apparaît la gravure en creux ou taille douce. Donc là, il y a tout un tas de familles dont vous avez sûrement entendu parler en attaque directe, hein, burin, pointe sèche, manière noire ou mezzoteinte. Attaque indirecte eau forte, aquateinte, vernis mou, et puis ensuite, à partir du 19e, les procédés à plat, la lithographie, puis la sérigraphie, que j'ai ajouté, parce que c'est un schéma qui est pris dans un livre qui parle de Gustave Doré, donc ce n'était pas écrit dedans. Et aujourd'hui, l'estampe numérique. Voilà, moi je ne vais pas m'occuper de ça, je voudrais vraiment vous parler de la gravure d'épargne. Donc si on regarde le deuxième schéma, vous voyez que la gravure en relief, donc on va avoir sur l'image tout à fait en haut, la partie noire qui est donc le trait qu'on va obtenir à la fin, qui va être resté en relief, et donc on va graver à côté. Donc on creuse la partie qu'on veut blanche à la fin. Et ça, c'est toute l'affaire de la gravure d'épargne. On ne creuse pas la partie qu'on veut noire à la fin, on veut creuser la partie blanche. Ça veut dire qu'on va un petit peu être obligé de lâcher prise dans un premier temps quand on se forme à cette technique, et c'est assez intéressant, puisque depuis toujours, tout ce que vous faites, c'est de prendre un crayon et de dessiner avec, et là, c'est plus ça qui se passe. Donc c'est tout un inversement en fait, hein, des façons de fonctionner qui est assez fécond à mon avis. Et du coup, par rapport à la gravure en creux, où vous allez pouvoir travailler sur une plaque de métal avec une pointe sèche extrêmement fine, la particularité de la gravure en relief, c'est qu'on va avoir plus de mal à faire cette finesse-là, et c'est pas là non plus, à mon avis, que c'est le plus intéressant d'aller faire des expérimentations dans la grande finesse. Si vous voulez la grande finesse, il faut travailler en creux plutôt, ou avec la sérigraphie. Par contre, la gravure d'épargne en relief, du fait que ce bois soit fin et potentiellement fragile, je parle de bois parce que moi je grave sur bois, pardon, mais ça peut être du lino ou autre chose, cette finesse, en fait, elle va potentiellement, si vous voulez travailler très très fin, ça peut casser, hein, par exemple. Donc elle va apporter une contrainte qui va générer des images différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est ça tout l'intérêt de la faire. Alors, comme je ne vous connais pas, je souhaitais très rapidement reprendre un peu les différentes étapes de la gravure d'épargne. Donc, on va aller chercher d'abord une matrice. Alors, cette matrice, on la connaît assez facilement sur Lino, hein, c'est ce qu'on voit beaucoup. Ça se développe énormément, c'est pas très cher, c'est facile à mettre en œuvre. Aussi parce que le linoléum est complètement homogène et qu'on va pouvoir graver dans toutes les directions. On peut aussi travailler sur Medium, ou MDF, qui est un agglomérat de sciure de bois, hein, collé que vous trouvez chez Leroy Merlin ou ailleurs en fonction des qualités et de la dureté. Et ce médium va pouvoir apporter parfois plus de peut-être solidité pour les tailles extrêmement fines. On peut rajouter de l'huile de lin, enfin il y a des techniques pour aussi le rendre plus solide. Mais il va avoir la même particularité d'un support complètement homogène. Et donc, on peut graver dans toutes les directions sans difficulté. La matrice maintenant sur bois, donc ça peut être un contreplaqué de base, un contreplaqué japonais, mais après, si on veut travailler sur les meilleures matrices, comme peuvent faire les Japonais par exemple, on va travailler sur plutôt des fruitiers avec des bois très très serrés. Et là, on va avoir cette contrainte du fil dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est plus complexe de travailler sur bois. Donc, on prend une matrice, on peut travailler aussi sur du carton, enfin voilà, on peut imaginer tout un tas de choses. Et puis, on va venir l'imprimer graver avec des gouges, et on va épargner les zones qu'on voudra voir apparaître imprimées à la fin. Ensuite, on va ancrer avec des encres à huile ou à eau.
Et puis on va imprimer. Alors là, ce schéma, en fait, je l'ai photographié sur un des murs du centre de la gravure et de l'image imprimée à la Louvière en Belgique, parce qu'ils ont fait tout un travail didactique pour expliquer un petit peu comment fonctionnent tous les types de techniques en estampes, parce que c'est assez complexe. Donc là, il y a une presse, mais ce que j'explique assez aisément, c'est qu'on peut vraiment travailler très très longtemps et avec une grande qualité d'impression, avec une cuillère à soupe. C'est ce que j'ai fait de mon côté pendant 7 ans, à tirer aussi des estampes qui faisaient des formats 50-65, ou même une fois j'ai tiré un bois qui faisait 50 par 100 c'était, avec des grands aplats, donc il n'y a aucun problème, c'est pas de tout repos et c'est pas le plus agréable toujours, mais en tout cas on va avoir avec une cuillère à soupe une même qualité d'impression qu'avec une presse, et ça c'est un sacré atout puisque la presse est un énorme investissement. Alors on peut parfois mutualiser les presses, mais la cuillère à soupe va aussi permettre parfois plus de variations dans les pressions en fonction de ce qu'on veut obtenir, donc c'est vraiment très intéressant. Et aussi dans le cadre d'initiation qu'on peut donner, moi je fais beaucoup travailler à la cuillère à soupe. Je trouve ça très formateur aussi pour les jeunes. Voilà, donc en tout cas, à la presse ou avec un barème aussi, enfin il y a tout un tas de techniques pour imprimer, mais en tout cas on va imprimer sur une feuille et ça va devenir une estampe. Alors par abus de langage, en fait, on parle beaucoup de gravure sur bois. En réalité, la gravure, normalement, c'est la matrice. Moi-même, je fais beaucoup d'erreurs. Donc, normalement, la gravure, c'est la matrice et l'estampe, c'est l'impression de cette matrice. Alors, je vais rentrer maintenant dans les particularités de cette technique. La gravure d'épargne va, en fait, à chaque fois que vous allez faire un coup de donner un coup de gouge dans la matrice, peu importe votre matrice, cette gouge qui a une épaisseur plus ou moins grande, qui est en V, qui est en U, ou qui est un cutter, ou peu importe, va induire un signal, va induire un trait. Ce trait, il va se voir, se marquer, et puis si vous faites des traits dans un certain sens ou dans un autre sens, ça ne va pas raconter la même chose. Donc on a vraiment une tension quand on travaille, qui me semble aussi très très féconde, au moment où on travaille dans le geste lui-même. Alors c'est pareil dans d'autres médiums, mais là particulièrement, chaque trait s'inscrit, on ne peut pas revenir en arrière sur un coup de gouge qui a été donné. Il y a des petites astuces de colle, parfois de vraiment super glue, de petites astuces comme ça, mais globalement quand même il faut accepter ce qui se passe. Il y a aussi un lâcher-prise de ce point de vue-là. Et à mon sens, c'est vraiment un temps présent où on est sur cette matrice complètement concentré sur ce qui est en train de se passer. Et si je vous montre donc ces échantillons-là, ils ont été gravés par un graveur chinois. Ces échantillons montrent bien la variété des graphismes proposés. Donc, on est pour l'instant en monochromie, on peut fabriquer du blanc et du noir, mais parfois on a envie d'une plus grande richesse, on a envie quand même de gris, on a envie que les textures permettent de générer différents espaces. Et vous voyez là, en fait, tout plein de possibilités, il en existe beaucoup d'autres, de générer des faux gris, des gris graphiques qui permettent de donner une grande richesse, en fait, au monochrome. Donc, si je prends la troisième ligne de la première colonne à gauche, par exemple, sur cet échantillon-là, vous voyez aussi que la direction donnée par les coups de gouge, par exemple dans le cadre d'un pelage, va amener une compréhension d'un personnage, enfin du pelage d'un personnage. Et si vous faites des traits dans un autre sens, eh bien en fait, ça va raconter autre chose. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant des exemples pour que vous puissiez comprendre un petit peu la variété des possibles. Et il y en a plein d'autres, mais à chaque exemple, j'essaie de vous apporter quelque chose de différent. Alors, en ce qui concerne la richesse des textures qu'on vient de voir tout à l'heure, cet exemple, alors je ne vais pas jouer à prononcer le nom de cet artiste,
qui est imprononçable, mais en tout cas, il est assez impressionnant dans son travail. C'est beaucoup, alors c'est un grand format, hein, 50-70, donc forcément, c'est impressionnant de le voir comme ça tout petit. C'est beaucoup de travail de points, en réalité, il travaille avec des poinçons, mais il va venir générer comme ça des espaces. Et en réalité, la gravure d'épargne va nous inviter non pas à travailler beaucoup en traits, mais plutôt en masse, en volume. C'est toute cette particularité. Et quand on commence, on a tendance à vouloir graver sur le trait parce que c'est ce qu'on a toujours fait, on a toujours pris un crayon et c'est à l'endroit du crayon que les choses s'inscrivent. Et il faut quand même un certain temps pour comprendre et pour assimiler, même si on est plasticien par ailleurs, pour assimiler cette donnée-là. Donc là, on le voit assez bien. Également, cette technique va un petit peu nous obliger à, parfois, ça dépend vraiment de la façon dont on est, dont on fonctionne et dont on a envie de travailler, mais parfois, elle va aussi resserrer la notion de composition. Quand vous êtes sur une plaque et que vous allez y passer un certain nombre d'heures, au début, on est un peu tout feu, tout flamme, et puis au bout d'un moment, quand on sort des estampes qui ne sont pas forcément satisfaisantes de notre point de vue, il va y avoir tout un chemin, en fait, hein, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, pour retravailler les compositions. Et donc, en amont de la plaque. Ensuite, sur la plaque, on peut encore jouer avec plein de textures, on peut avoir une spontanéité, mais si la composition est bancale au départ, elle sera bancale à la fin. Donc ici, l'exemple de Félix Vallotton, qui va générer donc un dégradé sur cette mer entre l'horizon et le fond qui est assez clair et le devant qui est beaucoup plus foncé. Et vous voyez que ce dégradé est tout à fait artificiel et aussi créé par une gestion intelligente, enfin en tout cas pertinente, des différentes masses qu'il y a à l'intérieur. Si je vous donne maintenant un autre exemple dans la richesse d'expérimentation, mais qui est vraiment extrêmement différent, pour le coup beaucoup plus spontané. Donc ça, c'est le travail d'Olivier Depré, qui est belge aussi. Vous voyez que chaque trace de gouge, qu'on voit surtout dans le fond, hein, chaque espace qui a été gravé, on voit quand c'est hésitant, on voit quand c'est vacillant. On voit quand la gouge là a été peut-être un petit peu trop loin, elle s'est un peu emballée et elle a un petit peu entamé une partie du chapeau. Mais dans son travail, c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est un travail expressionniste très brut et pour lui, c'est absolument pas un problème. Et il va venir exploiter les remontées de traits. Hein. Les remontées de traits, c'est ce qu'il y a au fond qu'on a pu graver, mais qui reste en fait quand on met de l'encre. Typiquement, dans mon travail à moi, je n'utilise absolument pas et je ne veux pas de remontée de traits, alors qu'au contraire, Olivier Depré les exploite de manière extrêmement intéressante. Et vous voyez aussi là qu'il travaille donc en gravure sur bois avec un bois probablement, je ne vais pas poser la question, mais probablement un bois très peu serré, type sapin ou pin. Il est vraiment dans quelque chose de brut et c'est sa recherche. Donc en fait, le bois va aussi pouvoir parfois induire certaines esthétiques. Alors, j'expliquais tout à l'heure que quand on commence, on a tendance à graver d'abord sur le trait. C'est ce qu'on appelle aussi la taille blanche. Et en réalité, si on le fait sans bien le comprendre, sans bien comprendre ce médium, c'est souvent assez inefficace en termes de rendu. Il y a des gens qui travaillent comme ça, voilà, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Alors ici, je voulais vous montrer l'exemple de Franz Masereel qui travaille excessivement bien la taille blanche, justement. Donc dans cette gravure sur bois, vous avez le ciel noir, vous avez une première partie de ville, hein, tout à fait en haut, dans le tiers supérieur, qui est gravée en taille d'épargne. Donc, si je réexplique bien, on va avoir un dessin des traits principaux et on va les épargner, on va les garder. Et dans la partie inférieure, la plus importante, les 2 tiers restants, on va avoir cette ville qui bascule un peu dans le sombre de la nuit. Et là, pour le coup, la gravure va se faire sur les traits. Mais elle est vraiment pensée en termes de masse. Et elle est faite de manière à ce que ça fonctionne extrêmement bien et que ce soit
vivant et pas figé comme peut figer parfois la taille blanche si elle n'est pas forcément bien maîtrisée. On le voit aussi sur cet exemple-là de Blanche Gillot, qui exploite les deux au sein de la même gravure également. Donc vous voyez la partie supérieure de son visage et le dessous de la main, qui est géré plutôt en épargne traditionnelle. Là où alors que les yeux et le haut de la main, le menton, l'oreille, est géré plutôt en taille blanche. Et c'est intéressant de comprendre les différents, ce que ça caractérise et les espaces différents que ça génère en tout cas. Alors, si je passe maintenant à la polychromie, parce que là on était dans la monochromie, la polychromie ouvre encore un champ d'expérimentation, on va dire presque sans fin, je pense. Car moi, je ne suis pas du tout arrivée au bout encore, même si je travaille plutôt en monochromie pour l'instant. Alors, en polychromie, vous avez plusieurs possibilités. Alors, une première possibilité, ici, Edvard Munch, donc c'est une seule plaque, a priori une seule plaque, et plusieurs couleurs sur la même plaque. Donc, il va graver son blanc, d'abord, ça c'est ce qu'on fait toujours, et ensuite, il va venir, à mon avis, sur cette plaque-là en tout cas, poser des encres de manière un peu précise. Donc, il va y avoir le noir du fond, le rouge du premier personnage, la femme de droite, et le bleu. Et il va travailler avec son rouleau, certainement aussi en faisant des caches avec du papier. Et ça, on peut le voir parce que les limites entre le rouge, le bleu et le noir sont assez indistinctes et floues. Voilà, il est dans une recherche spontanée. Dans d'autres estampes, il a fait beaucoup de gravures sur bois, il va découper en fait carrément la plaque avec une scie à chantourner. On peut le faire très facilement en lino. Et il va venir découper, donc il va venir en fait créer des espaces blancs entre chaque endroit qui change de couleur, ça c'est forcément nécessaire, mais c'est assez fin. Et ça génère aussi une autre esthétique avec des grandes distances entre le corps et les espaces extérieurs, etc. Donc en fait, chaque choix technique que vous ferez aura une incidence esthétique. Pour faire de la polychromie, donc on peut utiliser une plaque qu'on va découper ou pour laquelle on va prendre des espaces distincts et mettre des encres différentes, ce qui permet d'éviter d'avoir à faire des calages. Mais on peut aussi travailler, comme le fait Jean Lodge, avec plusieurs plaques. Alors, c'est extrêmement intéressant. Bon, elle a un travail très intéressant, mais on va en fait voir s'interpénétrer différentes couleurs qui vont se superposer les unes aux autres. Et on va pouvoir, comme c'est le cas ici de manière très poussée, exploiter par exemple la veine du bois et venir l'imprimer sur le reste. Donc en tout cas, vous comprenez, je pense, assez simplement le principe, c'est-à-dire qu'à chaque couleur, on a une plaque différente. Et ensuite, on va venir les superposer. Alors, toute la difficulté technique, par contre, c'est d'avoir des calages précis et de pouvoir savoir comment travailler. Et ça, c'est pas simple, mais ça s'apprend sans problème. Donc, en tout cas, ça propose des variations et des richesses dans les textures qui sont sans fin. Vous le voyez aussi sur ce travail de polychromie à plusieurs plaques de Raoul Viloulas. Donc, je ne sais plus combien il a de couleurs, tellement il y en a dans cette estampe. Mais on va dire par exemple que si on prend le jaune clair du fond et le rose assez soutenu qu'on trouve sur la chair de la femme, du personnage principal, vous voyez sur sa cuisse gauche, c'est-à-dire à notre droite, vous voyez que là, vous avez un mélange entre le jaune et le rose qui vont générer encore une couleur. Donc en fait, cette superposition de plaques est intéressante parce qu'elle va pouvoir permettre, par des transparences, par des valeurs aussi à l'intérieur même de ces plaques, de générer encore des nouvelles couleurs si on cherche un travail pictural, plus pictural. Alors, la technique que j'ai apprise, moi, c'est la technique de la plaque perdue. Je l'ai apprise avec cet artiste, Georges Le Fur, donc il y a une quinzaine d'années. Et cette technique a aussi d'autres tensions qui sont extrêmement riches et qui apportent autre chose. Donc là,
on va prendre, c'est plus compliqué à comprendre. Je vais essayer d'être claire et puis vous me poserez des questions si besoin. Là, on imagine qu'il y a donc un grand bois. Sur ce grand bois-là, on va graver d'abord les blancs. Toujours, on va graver les blancs. Si on a une feuille de papier blanc à la fin, sinon on complique encore. Donc, on va graver les blancs. Et puis, on va imprimer sur cette plaque la première couleur qu'on décide. Alors, admettons, ici, je ne lui ai pas posé la question, mais peut-être que la première couleur, ça doit être le jaune très, très clair. Et cette impression, on va la passer sur la totalité des papiers. Si on a décidé qu'on voulait faire un tirage de 15 épreuves, peut-être on va en préparer une vingtaine, par exemple. Donc, une fois qu'on a fait ça, et d'abord, il va falloir tout caler, parce que l'histoire du calage, c'est important. Donc, on va d'abord imprimer les 20 tirages avec ce jaune qu'il y a partout, dans lequel il y a du blanc qui a été déjà gravé. Une fois qu'on a fait ça, on va regraver la même plaque aux endroits qu'on veut jaune à la fin. Donc, tout ce que vous voulez de jaune, vous le gravez à nouveau. Vous gravez, c'est vraiment retirer la matière, donc fabriquer du blanc. Je vais fabriquer du blanc, sauf que j'ai déjà imprimé un jaune. Donc, je vais venir mettre le vert clair, par exemple, qui va se surimprimer au jaune, qui va s'imprimer exactement aux mêmes endroits que le jaune est déjà imprimé, et qui va révéler le jaune qui était déjà imprimé. Je regarde Pierrick et j'essaie de voir si c'est clair. Ok, donc je continue. Ensuite, je vais faire ça sur les 20 tirages. Et puis, je vais continuer en gravant toujours la couleur que je veux révéler. Donc, le vert clair. Et je vais imprimer un vert foncé. Et ensuite, je veux révéler le vert clair. Donc, je vais regraver le vert clair. Et je vais imprimer le marron foncé ou le vert foncé. Et c'est un travail à plaque perdue, puisqu'à la fin, sur votre plaque, ne reste que la dernière et la toute dernière étape, et vous avez perdu la totalité du travail qui précédait. Et ça, c'est aussi un acte très intéressant dans le travail de création, c'est-à-dire accepter de détruire ce qui a été fait pour pouvoir produire la suite. De mon côté, je l'utilise pour des œuvres justement qui vont dans cette direction de la destruction. Il y a aussi une tension là qui s'ajoute, à mon avis, à la proposition à plusieurs plaques, puisque quand vous avez vos plusieurs plaques, vous les conservez, vous pouvez faire... Alors, par ailleurs, c'est très intéressant aussi, parce que vous pouvez faire tout un tas d'essais, vous pouvez revenir dessus, vous pouvez choisir vos couleurs, vous pouvez faire des essais de couleurs. Là, on n'a vraiment pas trop le droit à l'erreur. Il a fallu faire des essais de couleurs avant sur des matrices préalables, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus tendu au niveau du temps et du travail. Et tant qu'on n'a pas fini, de toute façon, on ne sait pas ce que ça rend. Alors, on a aussi des possibilités de faire des mélanges de techniques. Ici, c'est le travail de Nicolas Lambert, qui va faire un petit peu comme Munch, c'est-à-dire qu'il va probablement réserver des blancs, par exemple, pour son cheval, pour sa vache, etc., pour pouvoir faire un bleu. Il ne va pas superposer un bleu sur un ocre, sinon on verrait. Parce que ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que du coup, l'intérêt de cette technique, c'est qu'elle va apporter de la texture, on le voit un petit peu sur les plus foncés, mais le papier se sature d'encre et en fait, il va venir nourrir la couleur en dessous. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Ici, du coup, par contre, on ne peut pas avoir un ocre sur un bleu si on n'a pas un blanc en dessous. Voilà, ça va générer tout un tas de choix qui vont avoir des conséquences esthétiques. Par contre, sur la vache, vous voyez là que les taches grises sont bien sous le noir et que là, on a bien à plaque perdue un travail qui s'ajoutent les unes sur les autres. Alors maintenant, la gravure d'épargne permet aussi, comme tout type de gravure, de travailler en technique mixte. Donc c'est le cas de cette estampe que je vous montre, avec la matrice, donc c'était là un poirier au milieu, à gauche le tirage, et à droite un réau à l'aquarelle. Ça se fait très bien. Et ça se fait depuis que l'estampe, que la gravure sur bois existe. En technique mixte aussi, il y a Alain Casalis qui travaille actuellement sur des linogravures.
qu'il va ensuite venir estamper en fait, hein, dans l'argile, dans la céramique, qu'il va ensuite cuire. Donc on a tout un travail possible d'empreinte qui est très intéressant, comme faisaient les rouleaux chez les Sumériens voilà, au néolithique. Toujours en technique mixte, je vous propose de regarder le travail d'Iris Miranda. Alors là, elle travaille donc à partir d'une gravure sur bois. Il est très intéressant son travail, n'hésitez pas à aller le voir aussi, parce qu'on va vraiment voir, elle exploite extrêmement bien comment est-ce que c'est la façon dont elle grave va avoir une incidence, hein, les traits, la direction des traits, etc., sur le volume. Elle va imprimer et ensuite elle va maroufler en fait cette impression sur un médium et elle va le retravailler avec de la peinture acrylique, du noir en rouleau, ce qui va lui conférer, là pour le coup, plutôt l'idée d'une œuvre unique. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir le reproduire, mais ça ne sera jamais tout à fait la même œuvre. C'est un peu le cas aussi en gravure, par ailleurs, mais là c'est d'autant plus grand. On peut aussi évidemment travailler en surimpression. Là, vous le voyez avec le travail de Jim Lodge, que je reprends, hein, j'ai déjà utilisé son travail plus haut. Par exemple, sur cette image-là, vous avez 3 visages. Le visage de gauche est identique, ou presque, je pense que la matrice a été un peu retravaillée, mais au visage de droite. Et en fait, ce qu'elle a dû faire probablement, c'est l'imprimer sur un papier extrêmement fin. Vous avez vu tout à l'heure, ce que je ne l'avais pas dit, mais qu'une matrice s'imprime à l'envers, en miroir, hein, de son impression. Du coup, elle imprime d'abord le visage d'un côté sur une feuille fine qu'elle retourne, qui va devenir donc ce miroir, et probablement avec ensuite du travail de retouche, et on va pouvoir venir imprimer comme ça en surimpression. C'est aussi l'intérêt de la matrice, hein, c'est qu'elle est là pour reproduire des estampes. Donc vous pouvez imaginer aussi sur une seule feuille de papier, ça je l'ai fait par exemple, d'avoir la même estampe qui est reproduite plusieurs fois ou plusieurs couleurs, etc. Donc les variations en réalité sont infinies. Et enfin, le travail de Kiki Crèvecoeur, qui a pendant plusieurs années travaillé sur gomme. Donc ce sont des petites gommes, des colliers qu'elle achète, qu'elle va graver en gravure d'épargne, et qui vont ensuite devenir des matrices qu'elle va pouvoir interchanger, bouger, aussi imprimer de différentes couleurs, et il va y avoir là une facilité de mise en œuvre et qui ne nécessite même pas une cuillère à soupe, c'est-à-dire en fonction des angles que vous utilisez, vous pouvez travailler presque comme un tampon, même carrément comme un tampon. Voilà, je vois que j'ai été assez longue finalement. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi j'étais peintre au départ, il y a plus de 15 ans, et j'ai commencé la gravure sur bois avec Georges Le Fur qui m'a appris. Ensuite, j'ai travaillé beaucoup toute seule. Et c'est un univers dans lequel je me suis sentie bien aussi parce qu'il y a tout un microcosme et il est assez généreux. Donc j'ai mis quelques exemples ici. À gauche, le livre d'Olivier Desquesser, donc, qui est en train d'éditer tout un tas de livres techniques très très concrets sur les différentes familles de gravure, dont la gravure en relief. C'est extrêmement généreux. Il y a un partage de tout un tas de connaissances qu'il a glanées, qu'il a apprises. On parlait tout à l'heure de Manifestamp, la Fédération nationale de l'estampe. Hein. Je ne sais pas s'il existe en France une Fédération nationale des peintres, mais je ne crois pas. En tout cas, la Fédération nationale de l'estampe essaye de générer comme ça justement un groupe en France et au-delà de graveurs qui sont, comme tu disais tout à l'heure, Pierrick, amateurs ou professionnels, et avec des expositions, des appels à participation. Quand on est adhérent, on peut accéder aux appels à participation qui existent dans le monde de l'estampe, en France et à l'international, les résidences, etc. Donc c'est assez il y a aussi ce groupe assez connu sur les réseaux de Berlin Gravure, qui est un groupe belge qui est à la fois une maison d'édition avec une revue qui est publiée et qui présente le travail aussi de graveurs de manière très généreuse, et un groupe Facebook auquel on peut tous se connecter facilement, et où on peut poser nos questions techniques quand on en a, et il y a toujours des professionnels qui vont en général répondre assez facilement. Donc c'est un groupe très généreux dans lequel, en tout cas, moi je me suis sentie plus accueillie, je pense, que quand je faisais de la peinture. Et aujourd'hui, je ne fais plus du tout de peinture. Voilà pour ma petite conclusion.
Merci beaucoup, Violaine, pour toutes ces informations. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Je vais remonter. Il y en a eu un petit peu durant ta présentation. J'en ai noté peut-être une ou deux également. La première auquel, en effet, comme le disait Manuela plus tard, tu as un petit peu répondu. Mais du coup, c'est sur la gestion des aplats. Donc, notamment la question, donc, plus il y a de blanc, plus ça va être compliqué, surtout lorsqu'il va y avoir de grands aplats. Alors, du coup, je regarde ce que je peux prendre. Donc, c'est quoi la question? Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que c'est plus compliqué d'un? Ou est-ce que c'est plus compliqué? Donc, en tout cas, je vais répondre aux deux. J'ai un retour dans l'audio, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'était notamment sur la slide, je pense, d'avant, sur les deux qu'il y avait avant. Je vais me permettre un petit voilà, juste sur celle-ci notamment, voilà, sur celle-ci aussi, sur les baigneuses. En fait, sur la gestion de ces blancs notamment. La complexité, effectivement, c'est de bien comprendre comment est-ce qu'on va graver pour obtenir un rendu comme ça. Imprimer des aplats, ce n'est pas un problème en soi, si c'était ça la question. Je crois que ce n'est pas ça la question, mais je réponds quand même. En tout cas, imprimer des grands aplats noirs, quand on a peu gravé et qu'on a des grands aplats noirs, en soi, ce n'est pas un problème, ni à la cuillère, ni à la presse. Encore moins à la presse qu'à la cuillère, parce qu'à la cuillère, c'est le coude qui travaille. Par contre, effectivement, l'aplat, c'est ça, ce que je vous explique, c'est que à la fois, c'est simple à mettre en œuvre, à la fois, c'est immédiat, on grave, on a assez vite compris, et en même temps, c'est tout un vocabulaire, c'est tout un langage propre, et il faut pour ça du temps pour le comprendre en réalité. Donc oui, les aplats ne sont pas toujours simples, enfin, je pense que ce n'est pas l'aplat la question là, mais c'est plutôt les textures en réalité. Ce n'est pas toujours simple de les comprendre. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si jamais il y a besoin de précision, Manuela, nous attendons la question. Une autre chose également, enfin moi c'est ce que j'ai trouvé intéressant, même quand on s'est vu, quand tu as fait une formation avec nous notamment et que tu m'as incité à graver un petit peu, c'était justement ce que ça a soulevé aussi, c'est la gestion de l'erreur. Notamment lorsque tu parlais des plaques perdues aussi, c'est cette plaque qui va diminuer un petit peu. Moi, je trouve ça très intéressant justement dans cette pratique. Oui, bah oui. En fait, cette gestion de l'erreur, elle est nécessaire parce que tout le monde, même. Alors, il y a des grands graveurs comme Dürer, peut-être. Je pense qu'il vraiment, il faisait pas d'erreur. Mais moi, 15 ans plus tard, j'en fais toujours. Donc, en tout cas, ça fait vraiment partie de l'apprentissage et l'erreur peut très difficilement être gommée. Donc, en fait, on est vraiment obligé de l'accepter. Et je trouve que le travail d'Olivier Depré est très intéressant pour ça. Vous les voyez, les erreurs. Vous voyez ce chapeau, vous voyez les pins qui sont mis en fait dans les traits. Et en fait, c'est complètement assumé. Voilà, donc en fait, la gravure va pouvoir justement nous pousser. En tout cas, moi, en 15 ans, je me suis transformée dans la façon dont j'appréhende le travail. En peinture, il y avait un côté très spontané, etc. En gravure, pour moi, dans mon fonctionnement, parce qu'il y a des gens qui travaillent très spontanément en gravure d'état, comme Iris Miranda, par exemple. Mais pour moi, c'était compliqué, cette spontanéité. Donc, en fait, il a fallu beaucoup apprendre à mieux composer, à mieux dessiner, à préparer les choses. Et c'est maintenant qu'il y a beaucoup d'expérience que je peux me permettre d'être beaucoup plus spontanée. J'ai oublié le début de ta question. Une question d'Anaïk sur, très technique, sur comment caler une gravure pour pouvoir imprimer plusieurs couleurs. Ouais, alors ça, c'est très technique. C'est un bazar. Donc maintenant, vous pourrez aller voir si vous êtes curieux. Il y a des espèces de cales qui ont été inventées par les Américains qui s'appellent Registers Pins, qu'on trouve sur un site londonien qui s'appelle Jackson Art Supplies. Et donc, ces calages-là, vous allez pouvoir en trouver des tutoriels sur YouTube. C'est assez peu utilisé encore en France puisque ce n'est pas commercialisé en France et les Américains ne nous les envoient pas directement, il faut passer par l'Angleterre. Mais en tout cas, le calage, c'est une question.
Je ne peux pas résoudre cette question-là en 2 minutes chrono, c'est trop compliqué. Mais en gros, on va vraiment, si on a une presse typographique, on va mettre le bois dedans et assez facilement, on va réussir à caler, parce qu'il y a des calages qui sont inhérents à la presse typographique. Les presses typographiques, il est très difficile d'en trouver, et il y a un artiste graveur qui est en train d'en produire à nouveau. Si vous êtes curieux de ça, ça s'appelle Inji Machine, I-N-J-I. Mais si vous avez des questions précises, vous pourrez m'écrire aussi. Hein. Tu pourras mettre mon adresse mail. Je mets tout de suite. Je vérifie juste le nom. Inji Machine. Inji Machine, comment ça? Oui, c'est ça. Ijin, I-J-I-N, plus loin Machine. Donc, il est en train de développer une presse typographique parce qu'on en trouve. Il n'y en a pas de neuves, il n'y a que des presses d'occasion et elles sont très, très rares. Donc, ça peut résoudre une question. Et par contre, après, pour décalage sur une presse taille douce, moi j'ai une presse taille douce, je n'ai pas une presse typo, et ben en fait, on trouve des astuces. Voilà, c'est pas simple. Mais les calages Logist Spins, vous pouvez aller voir. Une question, on a abordé ce sujet, je te l'ai posé même avant, avant la présentation, c'était justement, parmi vous tous et vous toutes qui nous écoutez, il n'y a pas forcément que des graveurs et des graveuses, et justement, j'ai posé la question à Violaine cet après-midi de comment un artiste, dessinateur, un peintre pouvait, pourquoi pas, envisager d'utiliser la gravure d'épargne, alors pas vraiment comme système de reproduction, mais peut-être pour apporter une nouvelle version d'une série, d'une œuvre, notamment pour aborder la question des multiples. Je sais que beaucoup d'entre vous réfléchissaient à comment je peux reproduire mes œuvres. Donc c'est souvent par des procédés qui ne font pas de lien avec ce dont parle Violaine. Et donc, du coup, la question qu'on a abordée cet après-midi, c'est est-ce qu'il est assez simple, dans un premier temps, d'envisager la gravure d'épargne, quand on est peintre, pour l'utiliser comme système de reproduction ou de production de nouvelles œuvres? Alors, par rapport à cette question, en fait, je vais prendre le travail de Raoul Viloulas. Raoul, il est peintre aussi, donc vous irez voir son travail si ça vous intéresse, si cette question vous intéresse. On sent qu'il est peintre, hein, que toutes ces couleurs, ces quantités de couleurs-là viennent vraiment vibrer comme ça pourrait être en peinture. Mais vous sentez aussi que c'est de l'aplat. On ne peut pas créer de dégradé. On ne peut pas créer de milliers de valeurs de la même couleur. On peut artificiellement générer des choses. Mais à mon sens, le plus intéressant dans cette technique, c'est qu'elle va justement nous amener un tout petit peu ailleurs. Si on est dans l'idée de créer une reproduction, on va dire, fidèle de son œuvre de départ en peinture, à mon avis, ça n'a pas grand intérêt. C'est un gros travail qui va demander des heures de préparation et d'expertise, hein, parce que ça ne va pas être immédiat que vous allez pouvoir tirer ce genre d'œuvre. Et ce gros travail-là, si c'est pour reproduire une œuvre de départ, ça manque un tout petit peu d'intérêt, vu toutes les façons de reproduire des œuvres qui existent à l'heure actuelle. Par contre, considérez que vous pouvez commencer assez simplement cette technique, à pratiquer cette technique, à vous initier à cette technique, et pour faire éventuellement, effectivement, reprendre des motifs qui existent dans de la peinture, pour faire une série, pour faire un petit tirage de quelque chose qui soit associé à votre travail par ailleurs, ça, c'est effectivement vraiment complètement possible. Et pour reprendre le travail d'Edvard Munch, allez voir aussi ses bois gravés, vous connaissez sûrement sa peinture. Il a une grosse production de bois gravés. Il a un travail dont on peut dire qu'il est très spontané. Ce n'est pas un technicien de la gravure sur bois. Il va venir en fait reprendre des motifs qui existent dans sa peinture et qui vont venir apporter autre chose. Ce n'est pas une reproduction, c'est vraiment un autre langage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un lien entre le travail de peintre et ce langage graphique qui est différent. Et ce que je n'ai pas dit, et qui pour moi est très important,
c'est que la gravure d'épargne apporte une force à la proposition, parce qu'on est obligé de faire avec les contraintes on ne peut pas faire le plus fin du plus fin de toute la terre de ce qu'on aimerait faire. On ne peut pas prendre le pinceau le plus fin du plus fin et faire le petit dégradé extrêmement fin ou le petit glacis, c'est pas possible. Et cette espèce ça donne aussi, hein, ça donne aussi une grande force en réalité à la proposition. Merci beaucoup pour cette réponse. Une dernière question que je prends de Monique sur la possibilité de faire une présentation, peut-être une session comme aujourd'hui sur les choix de papier et d'encre. Alors, ce n'est pas forcément prévu. Par contre, je vous ai mis tout à l'heure dans le chat, je vais vous la remettre tout de suite, l'adresse mail de Violaine. Tu m'autorises à la donner peut-être. Contact la bonne adresse. Je fais la bonne adresse. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas directement à lui envoyer un mail, peut-être pour avoir même des réponses plus spécifiques sur votre activité, sur la manière peut-être même dont vous voulez déployer tout ça. Alors, les choix de papier et d'encre, ça, c'est vraiment un vaste sujet. Donc, c'est sûr que je n'ai pas non plus toute l'expertise de tous les papiers, de tous les encres qui existent. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a très rapidement 2 grandes familles d'encre. Donc, on va avoir les encres à eau. Alors, les encres à eau en France, hein, c'est des encres de linogravure qui sont en grande quantité, grand contenant, qui ne coûtent pas très cher et qui ressemblent globalement à de la gouache de mauvaise qualité, on va dire. Alors, c'est un peu plus fluide. Et pour ma part, avec ce que je travaille, dans ma façon de travailler, je déteste travailler avec cette encre. Et dans les ateliers que je mène, que ce soit dans des projets scolaires, que ce soit avec en médiation d'exposition, peu importe en fait les ateliers, peu importe le public, je n'ai pas du tout envie de travailler avec cette encre-là. Donc, je travaille toujours avec une encre professionnelle, donc, qui est à huile. Ça veut dire que c'est comme une peinture à l'huile. Et on a des pigments de très grande qualité, on a une finesse dans le travail et dans l'impression. Mais ça, c'est vraiment, encore une fois, fonction de ce qu'on est, de qui on est, de comment on a envie de travailler. Et je pense que Edvard Munch n'avait pas ne se posait pas les mêmes questions que moi. Donc, c'est vraiment en fonction de chacun. C'est pour ça que c'est plus à déterminer en expérimentant, en réalité. Donc, les encres à huile, pour le coup, sont beaucoup plus fines. Donc, je vais parler, par exemple, des encres charbonnelles. Alors, il y a 2 catégories. Il y a les charbonnelles professionnelles qui existent depuis très longtemps. Et depuis quelques années, il y a des aquawash. Et ce ne sont pas des encres à eau, ce sont des encres à l'huile qui se lavent à l'eau pour les mains, pour le rouleau, pour tout ça. Mais vous n'allez pas pouvoir laver vos vêtements si vous vous êtes taché avec, parce que ce sont des encres à huile. Pour les papiers, c'est pareil, c'est un champ énorme de questions qui s'ouvre. On peut imprimer sur n'importe quel papier. Ensuite, c'est vous et votre sensibilité au papier. Et ensuite, évidemment, il existe des papiers de gravure spécifiques qui ont été développés pour ça. En particulier, moi, je travaille avec le velin BFK Rive, qui est produit par Arche, qui est très bien, qui est très facile, qui prend beaucoup d'encre de couleurs différentes, qui se superposent, il va être capable de les s'absorber correctement, il va avoir une bonne tenue dans le temps, etc. Donc en tout cas, tout ça, c'est à expérimenter. Pour d'autres travaux, pour les travaux d'élèves, j'ai travaillé avec un simili Japon 130 grammes qui va être plus fin, qui va faciliter l'impression à la cuillère. Mais quand je travaillais à la cuillère, je travaillais toujours sur mon BFK 250 grammes. Il y a des papiers Anul, vous avez des papiers Magnani, vous avez des papiers Fabriano. Il y a énormément de papiers pour la gravure d'épargne. Mais on peut imprimer sur une feuille A4 d'imprimante. Voilà, c'est juste les rendus ne seront pas les mêmes. Donc, je peux juste dire que c'est à expérimenter. Si ça répond à la question. Je prends la dernière question avant de laisser... avant de vous laisser, qui concerne tu peux l'avoir peut-être dans le chat, hein, sur le nettoyage des encres charbonnelles. La question est comment nettoyer les encres charbonnelles? C'est la folie.
dessus, carrément. Ok, alors les encres charbonnées, donc j'ai dit qu'il y avait 2 catégories. La catégorie qui n'est pas aqua wash se nettoie à l'essence de térébenthine, au white spirit. Et l'autre catégorie aqua wash se nettoie à l'eau, mais elle tâche les vêtements. Les temps de séchage, si je regarde rapidement, mais les temps de séchage entre les couches, ça dépend de ce qu'on veut obtenir à la fin. Si on travaille dans le frais, on va avoir une plus grande perméabilité des couches entre les unes et les autres. Alors que si on travaille avec je ne sais plus ce que j'ai dit, si on travaille et qu'on laisse du temps passer, effectivement, elles seront plus imperméables et donc on gardera mieux la couleur de fin. Mais le travail de Georges, par exemple, pouvait nécessiter parfois de travailler dans le frais ou dans le sec. Sachant que le sec, c'est long. Hein, c'est des encres à huile, c'est comme la peinture à l'huile, ça met plusieurs jours à sécher. Oui, c'est comme la peinture à l'huile. C'est pareil. Est-ce que les élèves ne sont pas trop à l'ouest après la gravure? Alors, c'est vrai que quand je faisais la peinture à l'huile, j'aimais bien l'odeur de térébenthine qui accompagnait ma journée, mais en réalité, on lave très peu. Enfin, en fait, on lave à la fin. Moi, je mets un masque maintenant pour me protéger. Je pense que c'est la dernière question. Ouais, c'est la dernière question. Moi, j'ai une chose que j'ai oublié de vous dire, qui m'est souvent demandée, c'est pourquoi tu travailles sur bois et pas sur lino, et pas sur médium, parce que médium et lino sont plus faciles dans le travail. Et justement, moi, j'aime la contrainte du bois et du fil, qui est extrêmement fertile en termes de travail. Mais ça dépend comment on est, qui on est, de ce qu'on a envie de faire aussi. Je pense que vous êtes pas mal sur les questions. Voilà, bah écoute, alors, déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Avec plaisir. Merci à vous. Je le dis une dernière fois. Surtout, n'hésitez pas à envoyer un mail à Violaine. Si jamais vous l'avez perdu dans les questions, envoyez-moi même un mail à moi, à Pierre Benoît ou à toute l'équipe de Topo pour qu'on vous fasse suivre l'adresse mail de Violaine. Écoutez, très bonne soirée à vous. Bonne continuation si vous êtes en vacances. Et puis à très vite. Bonne soirée à vous. Et merci beaucoup aussi pour vos questions et puis pour votre présence. Merci Topo de m'avoir reçu. Bonne soirée. Bonne soirée.